Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on apprend à connaître Monsieur Lucien Bédard, qui vient nous parler du festival Les Médiévales Lanaudière, un festival historique familial qui se tiendra au parc Léo-Jacques à l'Assomption à la mi-juillet. Et maintenant, place aux festivités. Monsieur Lucien Bédard, Bonjour. bonjour, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis là parce que j'ai vu le podcast que tu as fait avec Nicolas Paquet puis le Salon de la Passion médiévale. Puis tu t'es dit, ce serait le fun peut-être de parler de reconstitution historique. Puis je t'ai contacté et me voilà. Ben, c'est super, on va apprendre à découvrir les médiévales lanaudières ensemble. Ben, je veux dire, moi je vais le découvrir, là. J'ai pas eu la chance encore d'y aller officiellement. Mais... Je suis là pour en parler de ça et de plein d'autres choses parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Ouais, vous êtes un homme avec un certain historique dans l'historique, mettons. Les plus vieux me connaissent, là. Puis les plus jeunes, ça, c'est autre chose, là. Ouais. Mais je pense que vous avez beaucoup de pans sur lesquels on va pouvoir se pencher au courant de l'entrevue, là. Bon, c'est sûr, on va parler beaucoup des médiévales lanaudières parce que ça s'en vient dans pas long. Ouais, c'est le 13-14 juillet. Bon, 13-14 juillet, donc l'invitation est lancée. Les gens, est-ce qu'ils peuvent acheter leurs billets en ligne? Oui, les billets sont en vente depuis... on a fait l'ouverture de la billetterie au Salon de la Passion médiévale. Bon. Parce que c'est un peu une tradition, là. Mm-hmm. On attend que le salon soit parti pour commencer notre vente en ligne, là, parce qu'il y a des vases communicants, évidemment, entre les deux, là, d'autant plus que j'ai organisé les deux. Fait que... c'est ça, ça vaut la peine de le mentionner, là, ouais. que on s'entend que quand je disais que vous avez un pedigree assez large dans le médiéval, ben c'est ça, c'est vous qui avez fondé. Si j'essaierais de toutes les dire, j'aurais de la misère, là. Fait que... ça va venir dans le fil de la conversation, j'imagine, ouais. là, parce que je suis assez volubile quand je le veux. Là. Ben c'est parfait, ça tombe bien, c'est bon pour ça un podcast. C'est excellent. Donc ça, le salon de la passion médiévale, puis là, ensuite, les médiévales lanaudières. Ça fait combien de temps déjà les médiévales lanaudières? Ça va être je crois que c'est la 11 ou 12e édition. Là. Okay. Donc l'année passée, c'était la 10e. Fait que cette année, c'est la 11e. OK. Mais je l'ai repris avec d'autres à partir de la 6e édition. Quoi. Les 5 premières années, c'est pas moi qui l'organisais, c'est Charles Brousseau de la boutique Dracolite. OK, super. Il m'avait approché à l'époque pour l'organiser avec lui, mais comme le salon approchait à grands pas, j'avais dit l'année prochaine, mais lui, il voulait le faire cette année-là, mais il est revenu me voir 5 ans après pour que je le reprenne en main. Ben, comme quoi, vous avez quand même gardé des bons liens. Ah oui, c'était un de mes principaux exposants au Salon de la Passion médiévale, fait que c'est sûr que je prends soin du monde avec qui je travaille, quoi. Ben, je pense que dans un milieu, surtout petit comme ça, c'est important de se serrer les coudes aussi. Là. Oui, c'est ça l'idée. Si tu fais pas ça, de toute façon, c'est dans ma nature, de toute façon. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est une bonne mentalité à adopter si on veut essayer de faire développer quelque chose qui est autant communautaire, parce que, tu sais, ça dépend beaucoup du monde. Là. Ben, tu peux pas faire de quoi si t'as pas une bonne équipe en arrière de toi. Mm-hmm. Puis il faut que les gens aient confiance en toi, puis la confiance, ben ça se gagne aussi. Je suis tellement d'accord. Là. Je pense que dans toutes les équipes de GN, puis les organisations en général qu'on reçoit, entre autres au podcast, puis même juste dans ma vie en général, je l'ai compris, il y a un petit bout là, que quand tu as des membres d'équipe, c'est important de leur faire attention, puis d'être reconnaissant là, du temps qu'ils te donnent. Que ce soit des employés, des bénévoles, tout ça, je pense que quand c'est des bénévoles, c'est encore plus important de leur montrer notre reconnaissance, parce que c'est ça leur paye. Mais dans tous les cas, je pense que juste de traiter les humains comme des humains. Ouais, exactement. Qu'ils soient bénévoles ou employés, ou juste des gens que tu rencontres, puis des visiteurs même. Mm-hmm. Parce qu'un événement, c'est des gens qui l'organisent, mais ça ne vit pas si tu n'as pas des gens qui viennent voir ce que tu fais. Ben ça, les participants... Fait qu'il faut que tu penses à eux autres quand tu fais ton événement aussi. Surtout même, je dirais. Ben c'est ça, c'est parce que sinon, on se retrouve dans une situation où est-ce que, ben tu sais, si on... Parce qu'il y en a des fois, donc c'est comme, moi, peu importe, moi le faire de même, puis si le monde n'aime pas ça, ils viendront pas, ben c'est ça, c'est ça. Pas, tu sais, si, admettons, tu te dis, genre, ben moi, je fais ça vraiment juste pour mon plaisir à moi, puis ça adonne qu'il y a du monde qui te suive,
OK, c'est assez particulier comme situation. Mais Ben, c'est sûr que, comme type, quand j'organisais le salon, on passait des sondages. Mhm. Là, il y a des gens qui nous disent, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Il y a des choses qu'on essaie de faire, il y a des choses qui ne sont pas possibles parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement les contraintes qu'on a. Ouais. Parce que des fois, ça peut être des contraintes qui viennent du service des incendies de Montréal, ça peut être des contraintes par rapport à l'endroit où tu es, par rapport aux assurances. Il y a plein de choses à voir, puis tu as toujours une question. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent, c'est le budget aussi. T'sais. C'est ça partout, c'est tout le temps, Oui. ça revient tout le temps à ça, puis c'est vraiment intéressant parce que vous avez mentionné justement le service d'incendie, ça me fait penser justement avec... Ouais, Je sais que c'est un enjeu au salon en général, puis Nick en a parlé pendant son passage au ben podcast. même, on a eu un bon exemple malheureux, je dirais, là, vendredi soir pour le Grand Prix de Montréal, où il y a des restaurateurs qui se sont fait carrément vider leur terrasse. Eh boy. Parce que le service des incendies de Montréal est arrivé, puis ça ne respectait pas certaines normes, en tout cas. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais le service des incendies, ils ont vie ou une mort sur ton événement. Là. Ouais. Mais ça, c'est... Fait que t'es mieux d'entretenir des bons liens avec eux autres, des bonnes relations. Je pense que oui, quand on parle de faire une genre de game politique puis de relations, c'est ça, c'est que des fois, il y a certaines choses qui sont plus grandes que nous, tu sais, puis admettons, c'est comme, ben, ouais, moi, j'ai envie de faire un événement, j'ai envie qu'il y ait telle activité. Oui, mais, ou tu sais, je veux avoir tant de personnes qui participent. Ben, c'est ça, il y a des contraintes. Admettons, genre, je sais qu'il y a beaucoup de terrains, ben, ils sont surtout des GN, là. Ouais. Fait que la plupart, admettons, ben, ça va être des terrains qui sont dans le bois, puis ne serait-ce que les toilettes. Ouais, puis t'as le zonage, puis t'as... oui. C'est pas simple, c'est jamais simple. Non, vraiment, là. Fait que j'imagine, là, justement, d'embarquer dans les médiévales de la Naudière, il y a de ça à peu près 6 ans. Ouais. Après avoir eu déjà un bon parcours avec le Salon de la Passion, ça fait que vous êtes arrivé assez préparé, assez gearé. Oui, puis en plus, ben, j'ai quand même une crédibilité pour approcher des artistes ou des exposants ou ils ont été témoins de ce que j'ai fait dans le passé aussi. Oui. Fait que c'est sûr que ça l'ajoute que si tu arrives de nulle part puis tu dis je vais faire un événement, il y a toujours des craintes par rapport à ce que ça va donner parce que j'en ai vu d'autres événements qui ont essayé de partir puis il y en a que ça a été des flops, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que souvent, tu sais, ça devient comme, ben, oui, tout le monde peut avoir un rêve, mais qui va être capable de démontrer, ben, j'ai qu'est-ce qu'il faut pour vraiment le réaliser, tu sais, puis oui, je suis prêt à faire les sacrifices, puis je comprends qu'est-ce que ça représente, parce que je pense que des fois, mettons, dire, j'ai envie qu'on ait un gros dragon, tu sais. Ouais, avoir l'envie de, c'est une chose, mais... Puis t'as des risques inhérents à organiser un événement, puis faut que tu l'assumes, le risque. Faut que tu sois capable de l'assumer aussi. Autant psychologiquement, physiquement, avec tes ressources. Puis évidemment, tu as toujours la question monétaire qui faut que tu sois capable de... C'est ça, si l'argent vient pas dans nos poches à nous, ben d'où est-ce qu'elle va venir? Puis, tu sais, est-ce qu'on a des subventions, des commanditaires? Puis, est-ce que les gens qui veulent partir de l'événement, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher justement ces subventions-là, ces commanditaires-là? Vous avez mentionné justement plutôt que vous avez déjà une bonne crédibilité parce que vous avez déjà un passé qui vous suit puis que les gens reconnaissent. Mais ça, justement, ça a une valeur. Fait que une valeur que certaines personnes n'ont pas forcément encore. Non, ça vient, comme on dit, la confiance, ça se gagne. Un bon exemple de ça, la dernière année que j'ai organisé le salon, c'était pour être en 2020. OK. Fait que les ventes de kiosques, tout était déjà pas mal en branle. Là. Il y avait déjà pas mal d'argent qui avait été avancé. Les ventes de kiosques, la plupart avaient déjà pas mal tout payé. Ouais. Et là, bam, la pandémie est arrivée, puis tous ceux qui sont allés des fois au Centre de passion médiévale savent comment que c'est. T'as toute une zone intérieure, puis t'as du monde en dedans, là. Fait que le truc de distanciation sociale, puis bref, on n'a pas pu le faire. Non, ça arrive. Mais
il n'y a aucun exposant qui a perdu son argent. OK. Soit la majorité ont été remboursés totalement. Il y en a d'autres qui m'ont dit, garde l'argent, ça sera un dépôt pour le prochain. OK. Puis, quand j'ai vendu le salon à Nicolas, ben, c'était inclus dans le contrat que fallait, ceux qui n'avaient pas payé, ben, ils assumaient. Fait que personne... ça, c'est important parce qu'après ça, ça peut continuer. Puis Nicolas est parti du bon pied aussi. T'sais. Quand on parle de crédibilité, justement, de montrer, mettons, est-ce que cette entente-là va être respectée, même s'il y a un changement de direction, ben c'est important parce que après ça, de montrer, mettons, on a les structures qu'il faut pour, on rencontre quelque chose de vraiment inattendu. Là. On s'entend que je pense que personne ne s'attendait à ça. Là. Non! Puis, c'est le genre de choses qui met à terre beaucoup d'événements. Fait que c'est le fun de voir que le salon est revenu après. Et même chose pour les médiévales de la Naudière. Mais de voir que on a trouvé des manières de s'adapter. Et en plus de ça, on s'est arrangé pour le faire comme il faut puis que personne ne soit pénalisé si on veut. Là. Non, oui, c'est sûr que l'événement en soi a été pénalisé par le fait que... Puis c'est sûr que... Mais ça a touché tellement de monde parce que l'événement n'a pas eu lieu. Mais pour beaucoup d'exposants, c'est un manque à gagner important là, dans l'année. Là. Ben, clairement. Il y en a qui... C'est une bonne partie de leur chiffre d'affaires qui se réalisait au salon, là, puis qui se réalise encore d'ailleurs. Là. Ben c'est ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas de point de vente physique. Que... Ben tu sais, on n'est pas les seuls non plus. La restauration, à peu près tous les secteurs ont été durement touchés. Là. C'est ça, mais l'événementiel en soi... Ça a été le plus tough, je pense. Ouais. Mais ça, en fait, pratiquement tout ce qui nécessite absolument d'être en personne, essentiellement, là, je pense qu'on n'apprend rien à personne, là, mais... Non, Mais, on rappelle les mauvais souvenirs. Ouais, exact. Quoique, sur le coup, c'était un choc, là. Mais comme tu peux rien faire, les premières semaines, c'était drôle parce que là, je me sentais comme libéré. Tu sais, je pouvais pas rien faire, mais c'était pas de ma faute. Fait que je me sentais pas coupable de rien faire. Ben c'est ça, c'est que maintenant, c'est tellement plus gros que nous, tu sais. Fait qu'on n'a pas le choix de se plier à comment le monde marche, là. Mais d'ailleurs, les médiévales de la Naudière, comment ça a survécu avec ça? Parce que... on était un peu moins affectés. OK. La première année, on a fait, c'est surtout Prunel Thibault-Bédard, qui était mon associé, avec qui j'avais repris les médiévales de la Naudière, qui s'est occupé, on a fait des trucs en ligne. Là. Okay. Bon, ça reste limité comme impact. Puis la deuxième année, on a pu le refaire parce que tout était en extérieur. On a eu une problématique à 2 semaines, parce que là, on l'avait déplacé en septembre. Pour retarder, pour dire les normes. Les normes commençaient à être un peu plus relâchées. Puis, fait qu'on s'est dit, on va le mettre en septembre. On va probablement avoir plus de facilité à l'organiser. Puis, mais 2 semaines avant, là, on a vu des nouvelles normes apparaître par rapport à la façon qu'on pouvait l'organiser et l'introduction du passeport vaccinal qui a été la première fin de semaine. À 2 semaines d'avis, il a fallu se revirer de bord. Puis, puis on avait des limitations aussi, comme le clou des médiévales, ça reste la joute. Sauf que là, comme les gens étaient stationnaires, ben là, il fallait faire des espaces de 500 personnes maximum avec une distanciation. Les autres zones où c'était plus un parcours, là, on avait moins de restrictions. Fait que ça a été pas mal de trucs à penser à la dernière minute, là. Bon, on l'a fait, puis ça a relativement bien marché, étonnamment, là. OK. Ça a bien marché parce que le monde ça faisait déjà 1 an, là, que... Ils ne pouvaient pas sortir, fait que ils ont eu le goût de sortir quand même. Fait que ça a été pas mal, quoi. On était contents, quand même. Mais good job, parce que je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'événements en général, ont préféré se dire comme non, on va attendre que les mesures soient levées complètement.
ce qui est correct aussi, là. Mais je trouve ça tout le temps impressionnant quand il y a justement des organisations qui réussissent à s'adapter. C'est un dissent, là, si on veut. Là, Oh, oui, de se dire soudainement, bon, faut qu'on adopte les nouvelles normes à 2 semaines de préavis. Oui, puis là, c'est parce qu'il faut que tu fasses des plans. Tu as un plan de contingence à fournir. Faut que tu donnes ces plans-là aux organismes concernés. Là. Ouais. Fait que c'était du sport, là. Mais on sentait quand même chez les exposants un goût de... Parce qu'il y en a que ça faisait 1 an là, que ça marchait plus bien. Fait que ça lui donnait une opportunité. Puis il y a des gens qui avaient le goût de sortir aussi. Tu sais, il y a eu une redécouverte des sites touristiques québécois cet été-là. Là. Ils ont eu des achalandages fous là, à beaucoup d'endroits. Quoi. Genre en Gaspésie. Oui. Puis, ouais. Là, je me souviens. Fait que les gens avaient le goût de sortir. Ben, clairement. Mais ils ont en plein air. Oui. C'est ça. Ça a donné l'occasion à la localité, des fois, de se reprendre un petit peu pour qu'est-ce qui s'était renouvelé avec les nouvelles normes. Mais j'aurais été curieux d'y aller. Malheureusement, j'étais pas dans la région à ce moment-là. Puis j'avais comme le médiéval un peu loin dans ma tête dans cette période-là. Je suis content de savoir que justement ça a fonctionné. Puis là, ben, j'imagine que vous êtes revenu à un roulement qui est plus similaire à ce que c'était avant. Oui. Ben, il y a toujours des défis dans des trucs qui sont complètement en plein air. Parce que l'année passée n'a pas été facile non plus. Parce que là, c'est la météo qui nous a joué des tours. C'est vrai. Pas pendant l'événement, surtout. Un peu pendant l'événement, mais surtout avant, parce qu'on était à Seigneurie des Patriotes. Le stationnement principal était sur le terrain de la Seigneurie. Okay. Mais c'est un terrain qui est fait principalement de glaise. Il y a eu des pluies abondantes, puis plus qu'une journée, la semaine avant. Okay. Ce qui a rendu le stationnement complètement inutilisable. Oh non. Fait qu'il a fallu se revirer de bord, en trouver d'autres, louer un autobus, faire des navettes. Mais encore là, tu vois, il faut se retourner. Puis mais c'est beaucoup Mylène qu'on remercie grandement pour tous les efforts qu'elle a fait pour retrouver un nouveau terrain, puis des alternatives. Puis, Wow, ben merci Mylène. Mais... moi, je me serais pas attendu à ce que la pluie, justement, à chaque fois, c'est comme, la pluie, ça fait que les gens vont vouloir moins venir, tout ça. Là, soudainement, c'est même pas... C'est parce que un terrain de glaise, là, ça absorbe pas l'eau. Non. Il y a même des places, là, c'était des sentiers qui sont en garnotte. Ouais. Puis là, il y a des flaques d'eau, puis il y a même... tu regardes la flaque, puis tu as des centaines de têtards dans la flaque. Oh my God! C'est pour se donner une idée comment que c'était... Oui, comment c'était intense, là. Ouais, et à quel point ça absorbe pas. Je savais pas que ça absorbait pas à ce point-là, là. C'est... OK. C'est bon à savoir, mettons, pour prévoir un événement. Mais moi, je le savais déjà parce que mon beau-frère s'était marié, là. OK. À la Seigneurie des Patriotes, plusieurs années avant. OK. Puis... on y avait fait une tente. Mario, qui est le propriétaire de la seigneurie, on avait monté un campement sur le terrain parce que c'était un mariage médiéval, tu sais. Okay. On avait fait une tente nuptiale. Oh boy! Par chance, quand ils ont été secouffés, ils étaient dans un état avancé parce que il y avait pas mal d'eau dans la tente. Oh non! La robe blanche de la mariée devait être plus grise que d'autres choses. Oh non! Mais, OK. On en rit aujourd'hui, là, mais en tout cas, fait que, c'est ça. OK. Puis, normalement, nos tentes, même quand il pleut, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. On n'a pas de fond dans nos tentes. C'est des tentes décorum, là. Oui, c'est mais là, l'eau, elle pénétrait parce qu'elle ne pénètre pas dans la terre, fait qu'elle glisse, elle se répand. Oh mon Dieu. Fait que ça, c'était l'accumulation, dans le fond, de l'eau. Mais ce problème-là est réglé cette année parce qu'on change d'endroit. OK, c'était ça ma question, justement. C'était, où est-ce que vous êtes situé, d'ailleurs? Parce que là, on s'en va. On était avant à Seigneurie des Patriotes, qui est à l'Assomption, mais avant, ça s'appelait Saint-Gérard-Majella. Ça fait partie de l'Assomption maintenant, mais tu es dans une zone plus agricole. Okay. Cette année, on s'en va au cœur de la municipalité. OK. Au parc Léo-Jacques. Oh, wow, OK.
qui est le parc où beaucoup des événements entre autres la Saint-Jean, je pense qu'elle se passe dans ce parc-là, là, sur le bord de la rivière l'Assomption, là où il y a la plage municipale. Oui. Fait que les gens vont même pouvoir ramener le costume de bain. Mais vous allez probablement attirer encore plus de curieux. Jusqu'à maintenant, la réponse est excellente, autant au niveau des habitants que la vente de billets. OK. Les exposants, on a beaucoup plus d'exposants que les années passées. OK. Puis Mylène encore, parce que ça s'en est beaucoup occupé cette année, là. A fait le tour des résidents les plus proches. OK. Wow, OK. On essaye. Tu sais, on s'en va en plein milieu plus urbain, là où il y a des habitants, des maisons, fait que c'est important de se mettre la population de notre côté aussi. T'sais. Encore une fois, les relations, là. Fait que les associés, la clientèle, puis juste le public général, là. Mais jusqu'à maintenant, on est très optimiste, là. OK. On est très optimiste, ça va être différent. Ça présente de nouveaux défis. Mais on est prêt à les relever, puis on s'attend. On a une programmation pas mal relevée aussi. Ça va être toute une fin de semaine. Ah ouais, il y a encore la joute, j'imagine? Ah ben oui, ça c'est clair. Les joutes internationales d'ailleurs, là, je sais pas c'est qui finalement, ça souvent c'est à la dernière minute, c'est qui vient d'en dehors. Là. OK. Parce que c'est l'Association médiévale de Québec qui s'occupe des recrutés, parce qu'eux autres, ils font beaucoup de... Ils se promènent un peu aux États-Unis, dans l'Ouest, en Europe. Il y en a qui y vont... Parce qu'il y a comme un parcours de joute internationale. Là. OK. Ils se font inviter de l'autre côté et nous autres, on leur rend l'appareil ici, quoi. OK. Comme une genre de grosse ligue, si on veut, là. Oui, ben c'est... Il y a un système de pointage et tout, là. Puis ça compte pour le championnat. L'année passée, on avait le champion mondial en titre, là. Oh, ouais. Fait que c'est vraiment intéressant pour ceux donc, qui seraient des amateurs de sport là, qui aiment les chiffres de sport. C'est spectaculaire. Ouais. C'est spectaculaire à voir. Ah, j'aimerais ça voir ça. Là. Mais il y a plein d'autres choses. On a des démonstrations de tir de trébuchet, ce qui est quand même pas commun ici à voir. Là. Vous allez pouvoir faire ça même au parc où est-ce que vous êtes? Oui, il y a un gars qui amène son trébuchet, qui a fait lui-même. Là. Il est gros comment, ce parc-là? Honnêtement, il est très grand. On utilise peut-être, je sais même pas si on utilise un tiers du parc. Fait qu'on a de l'espace pour grandir aussi. Puis ça aussi, c'est important parce qu'on commençait à être limité à Seigneurie des Patriotes. Là, c'est un problème de régler, si on veut. Là. Oui. Ça va être plus facile d'accès. C'est accessible en transport en commun pour ceux qui le veulent, là, parce qu'à partir de Montréal, tu peux aller à la station Radisson, prendre un bus qui se rend à l'Assomption. Ça va probablement être beaucoup plus facile pour le stationnement aussi. OK. Il y a du stationnement dans les rues, il y a des stationnements plus bas aussi. C'est vraiment stratégique. Mais ça fait combien de temps à peu près que... Parce que là, la joute, ça, j'imagine, ça fait depuis le début, pratiquement. Oui. OK. Une trébuchet, ça fait combien de temps à peu près? C'est la deuxième année. Ah, OK. Oui. Cool. Mais à part de ça, on a beaucoup de groupes de reconstitution historique. Là. Les Vikings font un retour. Tu as les habitants de la Nouvelle-France qui sont à travers les vieux métiers. Tu as la garde du Lys. Ouais. Tu as les pirates du Sang-Cartier. Faut pas en oublier, il me semble. J'ai une liste. Je m'étais apporté une liste. Sinon, j'imagine que vous avez une programmation en ligne. Oui, la programmation est en ligne. Là. Fait que si les gens... Ah, OK, ouais, vous êtes vraiment bien préparé. Oui, pas prêt à la bonne. C'est vraiment correct. Mais de toute façon, j'invite vraiment les gens à aller sur votre site pour aller voir toute la programmation parce que vous ratissez vraiment large sur l'historique en général. Oui. Et pourquoi? Parce que là, je n'irais pas dire l'historien en moi qui parle, parce que je ne suis pas historien, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Ouais. Puis pour moi, l'histoire, c'est un continuum. Puis ça fait partie de notre passé. OK. Même si tu as beaucoup de gens qui disent il y a vraiment une médiévale ici, sauf que il y a des traces, il y a des coutumes qui sont directement issues du Moyen-Âge au Québec. Un genre d'héritage. Si tu prends la trame urbaine des plus vieilles villes, que ce soit Montréal, Québec ou Trois-Rivières, tu le vois plus à Québec. Mais à Québec, tu as une place du marché avec l'église. Et à partir de là, tu as des petites rues tortueuses. Ça, c'est typique des cités médiévales, quoi. Oui. Tu en as dans le langage aussi.
Il y a des... ma mère, moi, parlait de casserole, elle disait des vaisseaux. OK. Le vaisseau, c'est la nef. La nef que tu mettais au centre de la table, où tu mettais les épices, puis toutes sortes de choses. Ouais. Il y a d'autres trucs du langage aussi qui viennent du Moyen-Âge, en quelque sorte, là. Le système de distribution des terres, les seigneuries, c'est le système féodal, ça. C'est la même chose. C'est vrai. Le cœur du frère André à l'oratoire Saint-Joseph, là, tu n'es pas plus médiéval que ça. Je veux dire, il démembrait les saints, puis il y a les os à gauche, la tête à droite, parce que c'était des lieux où des lieux de pèlerinage. Parce que si tu avais des artefacts de saints, ben, tu avais des pèlerins qui se déplaçaient pour aller rendre hommage à leur saint préféré, puis lui demander des guérisons, des trucs comme ça, quoi. Fait qu'il y a plus de... c'est notre héritage, on vient de là, quoi. C'est ça. Même si on l'a pas... Même si on n'a pas vécu en tant que tel le Moyen-Âge ou tout ça au Québec ou dans la Nouvelle-France. La place de la religion catholique, c'est la même chose aussi. Je veux dire, l'âge d'or de la religion catholique, c'est au Moyen-Âge, là. Ben, c'est ça. C'est... bon, la religion, sans rentrer dans des débats théologiques. Non, ouais. Mais ça reste que, en effet, ça fait partie de notre culture. On en parlait avant d'enregistrer tantôt. Puis, du fait que, ben, dans tous les cas, pour le meilleur et pour le pire, ça reste que c'est étroitement lié à notre culture. Oui. Puis, ça... Justement, pour bien des choses, la religion a ses ancrages dans ces époques, donc justement, du Moyen-Âge, médiéval, tout ça, fait que, ben, on a certaines coutumes juste que, par défaut, dans notre culture, on a ça au Québec. Mais, ouais, ok, c'est intéressant comme perspective, je l'avais jamais vu comme ça, mais... Ben, pour savoir où tu t'en vas, il faut quand même que tu saches tu viens d'où. Tu sais, comme les Vikings. Les Vikings sont présents, mais les Vikings sont venus ici. Ouais. Ben avant Jacques Cartier ou avant Christophe Colomb, il y a des traces de ça, quoi. À Lanceau-Médo, à Terre-Neuve, puis il y en a qui pensent qu'ils sont allés plus loin encore. Tu sais, ça remonte loin, là. Les mousquetaires qui sont là, les mousquetaires, c'est quand même l'époque où on était en Nouvelle-France ici aussi, même s'il n'y en a pas eu des tonnes ici. Ça dépend à qui tu parles, là. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas eu beaucoup, là. Mais c'est un continuum, ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est ça, dans le fond, je pense à peu près n'importe quel fan d'histoire, parce que c'est vraiment, là, on parle vraiment d'historique et non de fantaisie, là. Parce que je sais qu'admettons, justement, ben, au podcast, on reçoit surtout des GN, donc souvent c'est dans le médiéval fantastique, ou admettons, tu sais, Mais ça, comme je te disais tantôt, les premiers GN, moi, à l'époque que j'ai commencé, ils s'inspiraient beaucoup de l'imaginaire médiéval, là. T'en as un, entre autres, c'était le Royaume d'Avalon, qui était beaucoup basé là-dessus, quoi. Mais c'est qui adopte des périodes de l'histoire, là. Puis à l'époque aussi, la cinématographie, c'était beaucoup des films historiques comme Braveheart. Fait que les premiers GN, t'en voyais qu'ils sont... Quand le film est sorti, t'en as qui sont arrivés des joueurs, puis avec toute la face barbouillée, avec des traits bleus, puis l'épée dans le dos, puis... Puis ça a commencé beaucoup à évoluer avec le Seigneur des Anneaux, parce que là, ça a ouvert plein de perspectives, puis de nouveaux personnages possibles, puis avec Game of Thrones, ben, le Trône de Fer, ben, ça donne encore des possibilités, fait que ça s'est beaucoup inspiré après ça, puis ça ouvrait plus de possibilités, quoi. C'est ça, c'est comme si dans le fond... C'est un continuum, dans le fond. Ben c'est ça, le continuum exact. La porte d'entrée, ça a été l'historique. Ben en fait, si on veut la fantaisie dans l'historique, dans le sens que, tu sais, justement, il y avait des contes, même, tu sais, avant, justement, Seigneur des Anneaux, puis Donjons et Dragons, ce genre de choses-là. Dans les temps médiévaux, il y avait des contes, admettons, où est-ce qu'on parlait de dragons ou de sorcières, ce genre de choses-là. Ben, t'avais aussi, un des plus connus, c'est la chanson de Roland, là, avec l'épée de... comment... Roland Lepreux, puis Charlemagne, puis... T'avais toujours un petit peu de magie là-dedans aussi, là. Ben c'est ça, Merlin l'Enchanteur, puis la Table Ronde. Mais c'est ça, c'est un peu le désir de revivre ces histoires-là, ces épopées-là. Puis là, justement, c'est comme si à chaque fois qu'un gros média
s'intéressait à ce style-là, un peu comme justement Seigneur des Anneaux, où est-ce que, ben, non, c'est pas de l'historique, mais il y a beaucoup de traits qui s'y rattachent. Donc, bon, c'est ça, des personnages qui ont l'air de chevaliers. Puis Ben, même il y a des études qui ont été faites, entre autres, sur l'univers Star Wars, qui était beaucoup inspiré les costumes aussi de la chevalerie et des armures des chevaliers. Tu sais. Tout à fait. Mais ça, c'est juste actualisé, mais dans le fond, c'est beaucoup... parce que dans la chevalerie, tu avais aussi une certaine prestance, dans le sens qu'un chevalier, il y a des droits, mais il y a des devoirs de chevalerie. Tu as les 10 commandements du chevalier, où tu dois prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Tu as tout... Puis c'est noble, tu avais une noblesse là-dedans. C'est ça, la responsabilité, comme si on rentre, pour ceux qui connaissent Star Wars, là, les Jedi qui ont leur responsabilité, justement, de, bon, ben, j'ai mon code, je fais comme vœu d'abstinence, ce genre de choses-là. C'est un code d'honneur, là. Exact, c'est le genre de choses qu'on aurait vu avec justement, un code d'honneur pour les chevaliers, ou les moines, ou puis qui ont des habits. Ben, d'ailleurs, tu sais, à l'époque, les guerres, ceux qui étaient en première ligne, là, c'était les chevaliers, là, parce que c'est comme ça que tu prouvais ta bravo, puis que c'était pas... Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense que oui. Les généraux, souvent, sont en arrière. C'est pas eux autres qui sont d'intranchés, là. Ouais, non, en effet, ça va être bon. Félicitations pour avoir dirigé une armée, mais c'est vrai que le spotlight est moins mis sur l'infanterie, si on veut, là. Ceux qui sont vraiment sur le terrain. Ouais. C'est une pensée intéressante quand même, comment il y a eu le renversement des positions, là. Ah oui, parce que ça faisait partie de ta mission, puis c'était comme ça que tu prouvais ta bravo, puis tes titres de noblesse aussi, là, puis tu gagnais des points en quelque sorte. Ouais. Comme tu peux gagner des points dans un VN. C'est ça. Mais ça, donc, pour revenir un petit peu vers les médiévales, médiévales lanaudières, là, que je veux dire, naturellement. Mais, donc, c'est possible, mais les gens peuvent venir costumés, j'imagine? Ouais, t'en as plein, ils ne se sentiront pas dépaysés. Mais c'est parce que t'as pas juste de l'historique, là. OK. T'as des quêtes pour les enfants. Il y a les camps légendaires qui s'occupent de ça. Oui. T'as le peuple de la forêt qui est là aussi. T'as des jeux pour les enfants. Tu rentres dans un univers où chacun va y trouver son compte parce que t'as plein de spectacles de musique. T'as des contes. T'as plein d'exposants de toutes sortes qui peuvent toucher à l'univers médiéval fantastique GN, mais d'autres, ça va être complètement pas rapport. Non, c'est ça. Parce que ça reste familial aussi, puis tu l'ajoutes, mais hey, cette année, c'est le retour de la licorne. OK. Je suis curieux, quoi? Une licorne? Ouais, ben même 2, en fait, si je me trompe pas. OK, attends, donc vraiment j'allais dire un cheval, mais c'est pas un cheval, c'est une licorne. Oui. Ben, en fait, regarde, je te conter la vraie histoire. C'est un ancien cavalier. OK. Qui a été prendre une marche en forêt, puis ça donne que c'était une forêt enfantée. Okay. Fait que là, il voit cet animal-là qui gambade, puis là, il l'apprivoise, puis il le ramène chez eux. Puis là, il a monté un spectacle, puis il nous fait le bonheur de venir nous présenter ça au Médiéval de Lanaudière. Ah, c'est merveilleux, ça. Ouais, ça touche un public, un certain public, surtout chez les petites filles, là, les licornes, là. Parce que quand on fait de la promotion, puis je vois des familles, puis j'en vois beaucoup des jeunes filles avec des trucs de licorne, puis puis là, je lui montre, j'ai des photos de la licorne, puis là, c'est comme c'est sûr, ça doit être tellement enchanteur pour eux puis elles, là. Je me dis, être tout petit, puis voir cet animal mythique, c'est comme... C'est sûr, ça crée un souvenir qui va rester... Puis tu vois, c'est là où, comme je te disais tantôt, j'ai toujours essayé d'unir ces deux mondes-là. Pas des unir, mais de les mettre dans un même événement. Moi, ça me gêne pas, au contraire. Je trouve ça beau. Ça permet une initiation
de ceux qui ne connaissent pas le côté plus fantastique, plus GN, une introduction, puis ceux, des fois, qui peuvent s'intéresser, des fois, plus à l'histoire, ben, tu t'en as pour tous les goûts, quoi. Mais fait que, tu peux passer ta journée là, puis tu t'ennuies pas, là, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi, là. On a des food trucks de toutes sortes qui vont combler les appétits. Et avant, normalement, quand on était à Seigneurie des Patriotes, on faisait le banquet un samedi soir. OK. Là, on change d'endroit. Fait qu'on ne fait pas de banquet cette année, mais parce que là, ça devenait un petit peu trop compliqué. On va commencer par apprivoiser le terrain. Mais cette année, on fait une taverne. OK. Donc, c'est les gens d'Oye Dragon Rouge, qui vont faire le service à la taverne, puis qu'ils apportent le truc pour super. Mettre une taverne digne de ce nom, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Ben oui. Puis on a Francis Desilets qui va venir faire un spectacle. Puis avant, il y a un spectacle de musique aussi qui va finir vers quand la taverne va ouvrir. Là. Fait que le soir, le samedi soir, il y aura un spectacle que les gens peuvent venir voir aussi. Super. Puis quand vous dites taverne, je suis juste curieux. Là. Est-ce qu'il y a de l'alcool aussi? Oh, il y a de la bière. Il y a d'autres alcools aussi qui vont être disponibles. Là. OK. Fait que on voulait faire quelque chose de différent. Un banquet dans un nouvel emplacement qui est tout en plein air. On va commencer par apprivoiser le terrain, puis on verra éventuellement si on en fait un. Mais on voulait quand même faire quelque chose. Fait qu'on s'est tourné vers cette option-là, qu'on trouvait intéressante parce on aimerait un samedi soir quand même festif, tu sais. On veut que les gens aient du plaisir. Parce que l'idée toujours derrière ça, là, c'est que le visiteur, il sorte de là, puis qu'il dise « Hey, j'ai passé une belle journée, une belle soirée, j'ai eu du plaisir. » Puis le truc, avant tout, c'est la notion de plaisir. Tu sais, que ce soit même au salon ou au médiéval, les gens viennent là puis sont de bonne humeur, tu sais. Ils sont contents d'être là. C'est le début de la nouvelle saison. Puis tu as une atmosphère qui est colorée, qui est différente, qui est festive. Tu sais, on n'a jamais eu vraiment de problème parce qu'il y a des festivals où des fois la crowd est différente, puis l'alcool est aidant, des fois ça tourne mal, puis on n'a jamais eu vraiment ces problèmes-là dans les événements médiévaux, quoi. Ben c'est ça, c'est que... La mentalité n'est pas la même, quoi. Non, c'est ça. J'ai l'impression que... puis c'est vraiment pas pour enlever rien à aucun public d'événement ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment là dans une optique plus, admettons, de party ou de genre, on va triper, on va... tu sais, c'est vraiment plus focusé sur le trip versus avoir un sujet commun qui nous rassemble. Donc, dans ce cas-ci, donc, tout ce qui est plus historique, fantasy... donc, peut-être que ça attire, dans le cas des médiévals à Naudière, ou ben du médiéval en général, j'ai l'impression que ça attire peut-être un peu moins, justement, des tripeux qui sont là pour se casser la face, là, si on veut. C'est sûr que, tu sais, dans le GN, t'en as beaucoup qui sont axés beaucoup sur le combat, là. Oui, c'est vrai. C'est pas tous le cas, parce qu'il y en a, c'est plus le roleplay. Mais c'est fait pour que ça soit participatif, un GN. Un événement comme les médiévales, c'est plus familial, si on veut. Tu te promènes, tu parles aux gens, tu écoutes des spectacles de musique, tu envoies tes enfants faire une quête, toi tu magasines pendant ce temps-là, puis là tu vas voir un show, tu prends une petite bière, prends une petite poutine au sanglier. Vous allez me donner faim. Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu comme une initiation, comme on dit tantôt, pour des gens donc, qui connaissent peut-être un peu moins certains mondes de l'historique, de la fantasy. Puis je pense que ça va être encore plus stratégique pour ce point-là, votre nouvel emplacement. Là. Oui, définitivement. Parce que là, on va être en milieu urbain. Fait que même les gens qui y habitent alentour, s'il fait beau, il y en a qui vont prendre une marche, puis là, ils vont regarder, ils vont dire « OK, ça a l'air le fun, ça. D'autant plus Mylène a fait la tournée de tous les voisins. Fait que... Ben c'est ça, justement, le travail que fait Mylène, c'est, de ce que je comprends, justement, c'est les tâches que les gens ont tendance à moins voir pendant qu'ils sont sur l'événement, mais qui sont ô combien importantes. Là. Ben c'est parce que, tu sais, Mylène et moi, puis même Prunelle, ça fait quand même longtemps qu'on est dans l'événementiel, et Mylène et Prunelle...
Ils ont travaillé avec moi aussi au salon, quoi. OK. Pendant OK. plusieurs années, là. Vous êtes toute une petite gang qui se tient puis qui va qui évolue ensemble, dans le fond, Ouais, dans vos ouais. événements, là. Mais d'ailleurs, votre équipe en général, vous êtes combien à peu près? Parce que est-ce que vous avez des bénévoles, des employés? Ah, ouais. Au départ, on était... j'ai repris ça avec Prunel. OK. C'est nous autres qui avons les droits sur l'événement, si on veut. Mais moi, j'avais parti une OBNL il y a plusieurs années que finalement, je n'avais jamais activé. On l'a réactivé, ça s'appelle l'Association Histoire Terroir. OK. Parce qu'on on a donné le mandat à l'association d'organiser les médiévales. Fait que les médiévales, c'est sous l'égide d'une organisation sans but lucratif. OK. Ah, c'est bon à savoir. On a un conseil d'administration, puis on a un CA, un conseil d'administration, puis c'est là, dont Prunel fait partie, moi je fais partie, Mylène fait partie, puis il y en a d'autres, là. Il y a un gars du régiment de la Sarre, David Lafont. OK. Fait qu'il y a, cette année, c'est surtout moi puis Mylène qui organise les médiévales. Mais à partir d'un certain moment, il y en a d'autres qui viennent se greffer. On a un responsable des bénévoles, on a un responsable des exposants, on a un responsable sur le terrain. On a comme une équipe de un peu moins de 10 personnes là, qui vont être là un peu avant pour planifier, mais des gens qui vont être là pendant l'événement, plus une armée de bénévoles, quoi. Ouais. Parce que c'est incontournable. Tu as besoin de ces gens-là, là. Ben, c'est clair, surtout avec l'envergure que ça prend, parce que vous recevez combien de personnes à peu près? Je sais que c'est dans les milliers. Ouais, ben cette année, on s'attend à avoir de 4000 à 4500 personnes, là. Wow! OK, c'est gros, là. C'est gros, bicoline gros, là. Ouais, c'est une fin de semaine, ça fait... Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Je vous dis, vos événements, c'est tout le temps dans les milliers de personnes. Ben, c'est parce qu'avec tout ce qu'on met comme activité, puis les artistes qu'on engage, ben, il faut les payer. Fait qu'au bout de la ligne, ça prend un certain achalandage. Il y a des années, à cause de différentes, soit de la température ou quand il y a eu la pandémie, on a fait des déficits. On les a assumés. OK. Il y a des années, ça a mieux été. On le fait avant tout parce qu'il faut être passionné là, pour faire un truc comme ça. Là. Ouais. Mais je pense que dans le siège où est-ce que vous êtes là, c'est ça, c'est un siège de passionnés. Là. C'est les gens qui partent des projets, qui embarquent sur des... J'ai parti le salon, puis j'ai lancé le magazine Oriflamme. Oriflamme? Oui. OK. C'était le magazine médiéval du Québec. Oh, ouais! Excusez d'être inculte comme ça là, par mes réactions, mais je suis curieux. J'ai des exemplaires ici, si jamais... Ben, certainement. On avait fait d'ailleurs un spécial bicoline. Oh yeah! Ah, c'est super. Puis une fois par année, on faisait un spécial GN aussi. Une fois par année, on faisait un spécial GN. Ah, ouais! Okay, mais on couvrait, dans le fond, l'idée, c'était de couvrir tout ce qui se faisait dans le losé historique fantastique. OK. Fait que tu avais une portion... Qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Ça peut être de la musique, ça peut être des GN, ça peut être des événements historiques et autre chose. Puis un côté plus historique, où là, on avait des articles sur le Moyen-Âge, où on a élargi aussi, parce que des fois, on a touché un peu à Cléopâtre, ou on a fait des entrevues avec... à un moment donné, il y avait un truc à Ottawa, il y avait Perceval de Camelot. Oui. Fait que je dis, je vais aller là-bas. Fait que j'ai fait une interview avec lui, puis on a fait un truc sur l'univers de Camelot. Puis, c'est génial. Une série que j'ai beaucoup adorée. Oui, ben j'imagine. C'est super pertinent avec... honnêtement, je vois la pile de... Ouais, ben, on a publié pendant 12 ans 45 numéros. C'était un format européen, là, 4 couleurs process. OK. Puis ça donnait, tu sais, en même temps, j'avais parti le salon. Puis tu vois comment le salon, là,
l'hippodrome de Montréal m'avait approché pour aller faire un truc pendant la Coupe de l'Avenir puis la Coupe des éleveurs. L'hippodrome de Montréal, il était sur une pente descendante depuis plusieurs années. Il y avait moins de monde qui y allait, puis je cherchais de quoi pour renouveler, attirer un nouveau public. Juste pour être sûr, l'hippodrome de Montréal, c'est quoi exactement? C'est le Blue Bonnet, ce qu'ils appelaient ça. OK. C'était un hippodrome. OK. À une certaine époque, les hippodromes, là, où il y avait des courses de chevaux. Oui. Ici, c'était sous harnais, là. OK. Il y avait plein de gens, ça marchait, là. Dans les années 30, 40, 50, tu avais plein de monde, les estrades étaient pleines, là. À un moment donné, ça a diminué, puis ils cherchaient à renouveler leur clientèle. Fait que là, on a monté un campement médiéval sur le terrain. Puis, il est venu à peu près 20 000 personnes. Là, ils ont capoté. Oh boy! Il y avait jamais... Ça fait des années qu'il n'y avait pas eu autant de monde que ça. Il y avait des bouffons sur des caries, sur l'autoroute des caries. Fait que là, après ça, il m'en profite. Il dit, t'as-tu d'autres idées? Ça, on en voudrait plus, finalement. Ben, je dis, il y a un truc que j'aimerais faire depuis longtemps, ce serait un salon. OK. Fait qu'ils m'ont engagé pour le faire. Oh! Et ouais, fait qu'ils m'ont payé pour le faire. Puis on y est venu comme 8000 personnes au salon cette première année-là. Mais ils sont arrivés avec un déficit, fait qu'ils ne voulaient plus le refaire. J'ai dit, OK, moi je vais vous louer à la place, puis moi, je vais le refaire. OK. Puis c'est à partir de là, quoi. Wow! OK. Fait que c'est... Fait comme quoi l'historique peut mener, parce qu'au début, le salon, c'était beaucoup plus historique. Tu avais quelques GN, mais avec les années, le GN a pris de l'expansion parce l'idée du salon, c'était aussi de donner une vitrine à ces gens-là. Fait qu'il y avait un prix spécial. Ils payaient pas mal moins cher que les autres exposants, là. Puis l'idée aussi du magazine, c'était pour justement parler de tout ce qui se fait au Québec, puis d'essayer de donner des lettres de noblesse. Parce que, tu sais, dans le temps, là, on se fait souvent regarder comme du monde un peu bizarroïde, là. Oui. Ben, juste la manière que des fois on se fait regarder aujourd'hui, j'ose pas imaginer. Mais ça a évolué depuis ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, ça surprend plus personne. Là. Ben, c'est ça, c'est plutôt rare. Ben, aujourd'hui, avec justement Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, les gens sourcillent moins. Ça arrive encore, mais je me dis, juste par certains des regards que j'ai déjà reçus par le passé, j'ose pas imaginer comment ça devait être dans le temps. Ouais, il y avait de l'éducation à faire. Ah, clairement. C'était une des missions que je m'étais donnée, quoi. C'était faire découvrir cet univers-là, puis aussi faire rencontrer ces deux univers-là, parce que des fois, ça se regardait un petit peu de travers. OK. Ouais, c'est n'importe quoi ce qu'ils font, puis moi, ce que j'aimais, c'est faire de la reconstitution, mais c'était d'une façon... Parce que tu en avais d'autres qui en faisaient, mais c'était très entre eux autres, puis c'était très hiérarchisé. Là, le roi, l'écuyer, il fallait que l'écuyer il fasse ses classes pour monter, puis moi... il y avait presque comme les niveaux d'un GM. Fait que moi, j'aimais plus au niveau des vieux métiers. C'était comment que les gens vivent, là. Puis la transmission des connaissances. Parce que t'as bien des trucs qui se perdent, mais t'as des trucs qui... ça fait 5-6 ans là, qu'on anime au Vieux Moulin à Pointe-aux-Trembles, parce que j'ai un autre nouveau groupe de reconstitution qui s'appelle Les Habitants de la Nouvelle-France, là, à travers des vieux métiers. Puis on anime au Vieux Moulin à Pointe-aux-Trembles. Puis, tu sais, ce que j'explique souvent aux gens, c'est que à l'époque, tu as des moulins à vent et tu as des moulins à eau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des éoliennes, puis on a des barrages hydroélectriques. La source d'énergie, elle est la même. C'est le vent et l'eau. En effet. À l'époque, à travers des rouages puis des mécanismes, tu activais des trucs, puis tu pouvais moudre du grain, tu avais des métiers à carder, tu avais des scieries qui fonctionnaient grâce au moulin à eau. Ben aujourd'hui, c'est le même principe, c'est juste qu'elle est transformée en électricité, puis c'est l'électricité qui va actionner les machines. Quand je dis que l'histoire, c'est un continuum, c'est dans ce sens-là aussi. Fait que la source est la même, il y a juste eu une évolution dedans. C'est ça. Puis ça, c'est important de s'en rendre compte aussi, je trouve.
Là, tu vois, moi, je monte beaucoup dans mon personnage, je fais tonnelier. OK. La tonnellerie, je veux dire, c'est pas un métier qui est en voie de disparition, là. Je veux dire, la plupart d'une très grande proportion des bains sont élevés en fût de chêne. Le fût de chêne, ça prend quelqu'un qui le fait, puis la méthode pour le faire n'a pas bien varié, assez mécanisée, mais la façon dont tu construis ton tonneau, il reste le même. Fait que c'est intéressant de préserver justement cette expertise-là du temps. Surtout pour le vin. Ouais, ben c'est ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à Aujourd'hui, tu sais, la bière, c'est sûr, la plupart du temps est faite dans des cuves en acier inoxydable, mais le vin, les vins qui se respectent, les bons vins, ils vont passer un certain temps en fût de chêne. Et tu as beaucoup d'alcool aussi, surtout les alcools ambrés. Là. OK. Est-ce que, par hasard, au médiéval, la Nauda, il y a du vin en fût de chêne qui est en vente? Non, pas en fût de chêne, je ne penserais pas. Mais je pense qu'il y a du vin, mais c'est sûr, il y a surtout la bière. Okay. Mais on cherchait à élargir l'offre. Mais j'imagine aussi que, comme vous l'avez dit tantôt, là, vous êtes plus un modèle taverne pour cette année. Ouais. Éventuellement, peut-être que vous adapterez pour un style plus banquet. Oui. Parce que le banquet offre quand même d'autres défis. Là. Ben, c'est clair. Là. Je pense... Parce que tu es dans un parc. Là. Ouais. Mais juste, en général, de gérer de la bouffe, je trouve que c'est tellement compliqué. Puis là, surtout que la MAPAC, là. Ben, c'est ça. Là, j'ai des membres d'équipe dans mes équipes qui vont rire de moi parce que je dis ça. Là. Mais justement, moi, je trouve que gérer de la bouffe, c'est tellement du trouble. C'est tellement pas mon fort. Là. Puis on a du monde dans mes teams que c'est ça sur quoi ils se spécialisent. Puis, écoute, c'est super. Mais moi, je toucherais pas à ça. Là. Je trouve que ça prend du courage. Tu sais, dans le temps de la compagnie médiévale, l'école d'escrime, j'avais un local de 3800 pieds carrés. OK. Une fois par année, à Noël, on faisait un banquet. Puis j'invitais 125 personnes. C'était pas cher, je chargeais 25$, puis le vin était inclus. Mais c'était un 5 services. Mon couple restait pas loin de là. Juste au sud du métropolitain, c'est à 10e avenue. On faisait toute la bouffe chez eux la semaine avant. Puis on transportait ça dans la valise de l'auto. Ouais. Puis on amenait ça au local. Mais c'était des beaux parties. Puis j'engageais toujours les lutins luthiers. Pour ceux qui connaissent les lutins luthiers, ça va rappeler des beaux souvenirs parce que c'était un groupe que j'aimais beaucoup. OK. C'était pas mal intense, là. Ceux qui connaissent Mario Vendron, ils savent de quoi je parle, là. C'était le violoniste et le compositeur en chef, là. OK. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as 2 à 3 anciens des lutins luthiers, c'est Scarazula, aujourd'hui, tu sais. OK, Scarazula, qui vont être... C'était des... au départ, c'était les lutins luthiers, là. OK. Mais... Des fois, ça se termine à tard. J'imagine, là. Surtout avec du vin. Tôt, là. C'est quand ils embarquaient, là, pour jouer, là. Ouais. C'était des beaux souvenirs. J'ai vécu des moments extraordinaires. Hein. Ah, j'imagine. J'en ai 2 que je me rappelle surtout. Parce que le premier objectif, quand on a fondé la compagnie médiévale, c'était en 1994, c'était de participer au Médiéval de Québec. OK. Et on était engagés, finalement. On était au Camp des Hommes, en bas à Batterie Royale, avec 3 autres groupes, des Allemands, des Français puis des Belges. OK. Puis 2 fois par jour, on faisait une reconstitution de prise de rempart, parce que tu as la plaine en bas, puis tu as comme un rempart avec les canons en haut. Oui. Fait qu'il y avait des bombardes. On se séparait les groupes en 2 pour se battre avec du monde avec qui on était habitués, tu sais. Oh, wow! Fait qu'au début, c'était les bombardes, puisqu'il y avait des bombardes en bois. OK. Qui garochaient des projectiles. Ouais, en foin, là. Aïe, aïe. Mais tu sais, comme ça part avec du feu, des fois, il y en a un qui a passé tout droit une fois. Oh non! Il n'y a pas eu de blessé, rien. Une chance. Après ça, on sortait les échelles, puis on montait à l'assaut, puis c'était une semaine, là.
Ça a été un... Et la première fois, j'avoue, j'étais allé à Bicoline, ça m'a impressionné. Ah oui, hein? Ouais. C'était un de mes chums, c'était Fred, Frédéric Mazzetti. Il dit, tu devrais venir, tu vas aimer ça. Puis je suis arrivé là, la gueule m'a tombé. Ouais, j'imagine, non? C'était un voyage dans le temps et dans l'espace. Au point où je me suis dit, il y a une thèse de maîtrise à faire, ou de doctorat, puis 2 ans après, il y en a une étudiante à l'université qui a décidé de faire sa maîtrise sur l'univers de Bicoline et des grandeurs nature en général. Comme quoi, il y avait du matériel. Ben, c'est clair, là. Je pense que ça vaut la peine. Puis je pense qu'il y aurait assez de matériel pour en faire une autre maintenant. Là. Ah ouais, oui. C'est clair. C'est pas trop indiscret. C'était il y a combien de temps, ça? Les médiévales de Québec, c'était en 1995. Okay. À Bicoline, c'est plus tard. Je pense que j'ai été la première fois en 98. Là. J'y retourné par après. Là. OK. Faut dire, juste dans ce temps-là, ça devait être tellement impressionnant. Puis là, on regarde aujourd'hui, puis ça n'a pas arrêté de grossir. Non. Je sais plus jusqu'à combien de personnes y accueillent maintenant. Ils sont 4 à 5 000. Là. Ouais, au moins. Là. Puis les constructions qui se font aujourd'hui, c'est... Moi, mon beau-frère... c'est une sommité aussi à sa façon dans le domaine, parce que c'est Cuir Eiffel. Ah oui? Ouais. OK. Là, j'ai eu la chance de le rencontrer en allant au salon là, cette année. Ouais. Là, il a construit son atelier. Là. Il a décidé de déménager à Saint-Mathieu-du-Parc. Il a construit son atelier, qui est 3 étages. OK. 700 pieds carrés par étage. C'est quelque chose. Wow! Puis il fabrique, il fait son artisanat sur le terrain? Ouais. Wow, ça doit être vraiment fou de pouvoir être en personnage puis aller visiter un vrai artisan de cuir, là. Ben, tu vois, lui, au départ, c'était dans l'historique. À cette heure, sa principale clientèle, c'est du monde de GN. Comme quoi, les deux univers se rencontrent. Ben, tout à fait. Là. Puis lui, tu vas avoir des bonnes bottes, c'est la référence quand même. Là. Oui. Oui, ben, c'est... On le voit, là, juste... touché, puis il expliquait, il y a tellement de passion quand il en parle, là, puis clairement, il connaît son affaire, là. Ben, tu vois, c'est un cordonnier à la base. Okay. Puis à un moment donné, il a décidé de... Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Puis, il y a eu des super bonnes années, tu sais. Ben, ici, tu sais, ce qui est bien, c'est qu'avec les années, t'as des artisans qui vendent à travers le monde puis qui sont reconnus pour leurs produits. Calimacil, ça fait longtemps qu'ils vendent à l'étranger, eux autres. Là. Artisans d'Azur, Recollite, évidemment. Là. Puis t'en as d'autres aussi, là, Nemesis. Là. On a des gros joueurs à l'international. Ouais. C'est impressionnant, là. Tu sais, qui aurait pensé au début que ces gens-là auraient une renommée comme ça? Je veux dire, c'est fantastique. Quand tu regardes ça, là, tu te dis, ben, il y a du talent ici. Puis le Québec, au niveau du GN, c'est particulier, là, parce que je connais pas bien de place. En fait, je ne connais pas que c'est aussi développé que ça. Là. Tu vas au Canada anglais, non, même aux États-Unis, même en Europe, t'en as, mais... Mais ça, c'est... On en a parlé justement dans quelques autres épisodes. Puis, justement, c'est qu'en Europe, il y en a aussi, mais c'est différent. C'est vraiment pas le même genre d'approche, entre autres, juste par... Le landscape, ben, la manière que le territoire est fait, puis les ressources qu'on a. Nous, c'est plus en forêt, là-bas, c'est dans des châteaux, ça va être dans des grosses plaines. On pense qu'il y a, je veux pas dire les mauvaises places, là, mais genre en Allemagne, là, je pense. Ouais. Mais c'est super impressionnant, mais c'est pas non plus la même mentalité. Non. J'ai l'impression que là-bas, généralement, c'est un peu plus scénarisé. T'sais, à la limite, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai envie de dire plus proche de la reconstitution, mais médiévale fantastique. C'est pas étonnant parce que, je dis, tu sais, il y a peut-être 300 festivals historiques en Europe, là. Fait que tu veux pas, c'est sûr que ça va influencer. Tu sais, je suis allé en 2018, recherche et développement. Ouais. Un événement qui est organisé par Fou d'Histoire, qui est le marché du spectacle historique en Europe. OK. Fait que tu avais deux sections. Tu avais une section où tu retrouvais tous les acteurs, les troupes, que ce soit de musique ou de saltimbanque ou de reconstituteurs que tu peux engager dans un festival.
Puis de l'autre, c'était plus des marchands. Mais c'était immense, là. C'était immense. Puis tu vois, chez les marchands que tu trouvais, mais tu avais un étal, c'était grand, là. Tu avais peut-être 10 pieds, c'était du pain, toutes sortes de pain. Oh, ouais. Un autre, c'était des fromages. Puis là, après, tu avais beaucoup de marchands d'armes, mais c'était des armes de combat, tu sais. OK. Des armes en mousse, t'en avais, mais pas beaucoup. T'en avais un peu. Mais tout ce qui était histo, tout ça, t'en avais plein, là. Qui faisaient des souliers ou des bottes, des armes, des costumes. Ça, j'imagine. Ou des accessoires divers, là. Mais j'imagine, quand vous avez mentionné justement les armes là-bas, ça devait. Parce que, mettons, vous avez fait l'escrime médiéval, donc ça, c'était pas avec des armes en mousse, là. Non. C'était des armes en métal. Ouais. Puis, donc, j'imagine que ça devait être un petit peu plus dans cette lignée-là, Ouais. celle qui était là-bas. Ouais. Ok, ouais. Mais t'en avais en mousse aussi. Ah, ouais. Mais c'était l'eau. La grosse majorité, c'était pour des trucs de reconstituteurs, quoi. Ok. Tandis qu'ici, c'est rendu pratiquement juste quand tu vas au salon. Ah, c'est de la mousse, Ouais. c'est fait pour du GN vraiment spécifiquement, là. C'est d'ailleurs. Mais il y en avait au début ici qui en faisaient, mais la clientèle n'était pas. Puis les gens sont moins portés à payer aussi. Pour la mousse ou pour le métal? Pour le métal. Non, pour la mousse, à cette heure, les épées que tu vois, t'en as. Ouais, ben à cette heure. C'est rendu le prix qu'on vendait des armes en métal à l'époque, là. Ah, carrément, là. Puis, je dis, à un certain point, les détails qui sont mis dessus, justement, les techniques de création, là, sont rendus tellement avancés. Ah, mais... ouais, c'est fou, là. Mais c'est ça, c'est... justement, il y a eu vraiment un mouvement, une évolution, si on veut, dans les mentalités, j'ai l'impression. Là. Ouais. Puis, je change un petit peu de sujet, mais c'est parce que je sais que vous êtes aussi responsable du Fort l'Assomption. Ouais. J'aurais envie qu'on touche ce sujet-là un peu rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un sujet d'actualité, si on veut. Parce que il y a plusieurs GN qui sont... Ben, d'actualité. Un peu sur le tard, peut-être, mais il y a plusieurs GN, entre autres, qui s'en sont servis par le passé pour faire des événements. Ben, cette année aussi, hein, encore. Oui, ben c'est ça. Puis, je sais qu'il y a eu... ben ça, il y a comme des genres de problèmes, dans le fond. Ben, c'est parce que la ville ne plus très intéressée à mettre de l'argent là-dedans parce qu'il y a besoin d'entretien majeur. OK. Surtout la maçonnerie, là, entre autres. Puis, ils sont plutôt vers une option de prendre le terrain pour faire du logement, quoi. Ah, OK. Ceci dit, parce que le bâtiment n'est pas un site historique. Ça, faut que les gens le comprennent aussi, là. Il y a de la gueule, il est super beau, c'est un super beau fort, mais ça a été construit dans les années 70. OK. Il n'y a pas une empreinte patrimoniale? Non, justement. Contrairement à d'autres bâtiments qui sont à l'Assomption. OK. Dans le fond, ça avait été construit à l'époque, je pense que c'était dans le cadre du 200 ou du 250e de la municipalité de l'Assomption. OK. Puis il y a une gang de gars qui se sont réunis puis qui ont dit on va recréer le régiment de la Sarre qui était basé à l'Assomption à l'époque, puis qu'on se fait des costumes, on se fait nos fusils, puis on fait de la drill comme on fait dans l'armée, puis comme ils faisaient à l'époque, tu sais, puis ils voulaient une place se réunir. Fait que les gars ont décidé de se construire un fort. Okay. Puis l'Assomption n'était pas urbanisée comme aujourd'hui, fait que la ville leur a laissé un terrain, puis construisez-en un, puis ils ont construit un fort eux autres mêmes, là. Wow. C'est quelque chose parce qu'il y a de la gueule, il est beau. Oui. Puis à un moment donné, ben, ceux du régiment qui restaient à l'Assomption, ben, avec les années, ben, il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, mais aujourd'hui, il y en a plus qui restent à l'Assomption, sauf un. Puis il y a plus puis les gens vieillissent, puis ils ont des familles, puis là, ils ne voulaient pas avoir la responsabilité de tout ça, fait qu'ils l'ont retransmis à la ville. OK. La ville l'a remis aux normes il y a plusieurs années. Elle a investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais là, il y aurait la maçonnerie, il faudrait la refaire. Ouais. Puis ça coûte cher. Ben vraiment, là, puis surtout c'est spécialisé dans ce cas-là. Oui. OK. Fait que c'est ça l'enjeu. C'est
c'est ça l'affaire, c'est que, comme vous dites, c'est pas un bâtiment historique. Non. À même titre que, ben justement, mettons les remparts à Québec. Genre. Non. Fait que s'il y en a qui veulent faire de quoi au fort, vous êtes mieux de faire ça avant la fin de l'année. Hey boy. Okay. Parce qu'en 2025, on ne garantit pas qu'il va être encore debout, il va être encore accessible. Là. OK. Bon, ben, fait que l'appel Le message est lancé. C'est ça. Ouais, ça va être pratique pour ça, ce projet-là. Ben, ce que c'était le fun, c'est que moi, je l'aimais beaucoup, puis je suis pas le seul, puis plusieurs GN qui venaient puis qui faisaient des événements là, mais on avait des mariages, il y avait toutes sortes d'événements, des parties de Noël, des parties de famille. Nous autres, on s'en servait aussi pour nos réunions, puis c'est à côté de... Ben, ça fait partie de où on organise les médiévales aussi, fait que c'était aussi notre, en quelque sorte, un peu notre quartier général, quoi. Ben, j'imagine. Non? Mais bon, regarde, c'est pas... premièrement, on n'est pas des résidents de l'Assomption. Il y a une pétition qui s'est mise en ligne pour le préserver, mais au bout de la ligne, c'est les gens de la municipalité qui vont décider ce qu'ils vont en faire, quoi. C'est ça, encore une fois, on revient toujours à l'enjeu monétaire. Ouais. Donc... Ce que je trouve dommage, c'est que moi, je me promène beaucoup, entre autres à cause des animations qu'on fait à travers le Québec, un peu partout, là. Puis, des fois, on part, puis ou même avec ma blonde, puis on a le goût, on va se promener, tu sais, puis on essaye de trouver des beaux petits villages. Puis, ce qui fait un beau village, ben, c'est des trucs comme ça. Ouais. Puis ça donne un cachet. Puis le vieux L'Assomption, il est le fun, tu sais, il est beau. Moi, la première fois que j'étais là, je disais, j'aime ça, c'est un beau petit village, ça. Ouais. Puis ça en fait partie. Puis je trouve qu'on a trop souvent tendance à s'en débarrasser pour construire des bâtiments qui sont souvent insipides. Ouais, ben c'est ça, c'est froid, puis justement avec... Tandis que ça donne un cachet, ça. Puis c'est ça qui fait la beauté d'un village, je trouve. Puis qu'on a tendance beaucoup au Québec, sans vouloir lancer la pierre à l'Assomption. D'une façon générale, au Québec, on a tendance à ne pas prendre soin de notre patrimoine bâti. Puis, tu sais, si tu prends le pays le plus visité au monde, là, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'il y a un patrimoine bâti comme nul autre pays au monde. Ben c'est ça, c'est que, justement, au Québec, on a une histoire qui est encore jeune. Ouais. Fait que c'est le moment, en un sens, de la créer. Puis de la conserver aussi. Ben c'est ça. Puis oui, naturellement, il y a des coûts, puis tout ça, mais je pense que faut pas trop négliger l'aspect touristique qui rentre en ligne de compte. Comme vous avez mentionné la France, c'est un super bon exemple, je trouve, justement, que honnêtement, je suis pas économiste, là, je m'y connais vraiment pas assez pour parler de ça, mais je serais assez à l'aise de dire qu'une grosse partie du PIB de la France doit être basée sur le tourisme. Là. Ouais, il y en a qui eux autres, ils ont une économie assez diversifiée, mais oui, c'est assez important. Mais c'est ça, je pense qu'ils survivraient bien aussi. Même mais ça ferait une différence quand même. Là. Ben c'est ça. Je pense que justement de préserver quand même, c'est... Ou tu sais, du moins de pas avoir peur de développer ce genre de choses-là. Comme là, au moins, on parlait de GN tantôt. Mais le GN commence à être quelque chose de propre au Québec, si on veut. Fait que si ça peut attirer du monde d'ailleurs, génial. Ben, il y en a que c'est déjà Bicoline. C'est un exemple patent, là, parce qu'il y a des vins qui viennent des États-Unis, puis il y a des vins qui viennent d'Europe pour vivre l'expérience Bicoline. Fait qu'il y a un aspect touristique à la chose indéniable, là. Tout à fait. Puis on a des entreprises qui vendent à travers le monde, puis ça a un aspect économique aussi qui commence à avoir sa place, puis qui commence à compter. Moi, je trouve que c'est bien dit. Fait que, d'ailleurs, vous avez mentionné, justement, vous avez lancé l'appel à ceux qui voudraient organiser des événements au Fort de l'Assomption. Comment est-ce qu'on peut réserver le fort? Est-ce qu'il faut passer par la ville? Non, il faut me contacter directement, là. Okay. Soit par courriel ou par téléphone, là. Ah, génial. Parfait. Normalement, les coordonnées sont sur la page Facebook, mais sinon, c'est pas compliqué. lucienvedard@videotron.ca. Et mon téléphone, il est assez simple à retenir. Il y a 2 chiffres à retenir. OK. Bon, c'est le 514, là, mais c'est le 252-5522. Oh wow, OK, c'est vraiment vendeur. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. je tiens, ça fait 20 ans au-dessus, je l'ai. Ben, c'est parfait, je mettrai les informations là, dans la vidéo. Okay. Puis concernant les médiévales lanaudières, donc... Ben, regarde, je pense que c'est un événement incontournable. C'est un nouveau site, il y a plus d'espace, on a une programmation
franchement pas mal le fun. Mhm. On a plein de groupes de reconstitution qui vont de l'époque viking jusqu'à la Nouvelle-France, en passant par les pirates, la garde d'Ulysse, les mousquetaires. Mais ça me faut oublier un autre groupe, là, mais je m'en excuse. Puis on a un côté plus fantastique. On a le spectacle de licorne, les voûtes, il y a de la bouffe, il y a, il y a de quoi se désaltérer, il y a des contes, il y a des activités pour les enfants. Il y a des quêtes, il y a plein d'exposants de toutes sortes, avec vraiment, il y en a qui ont des trucs super intéressants, super le fun à offrir. On a même quelques exposants de produits du terroir, du terroir, surtout la Naudois, mais du Québec aussi, là, qui est donc à consommer, pas sur place, mais à emporter. Oui. Puis il va y avoir la soirée taverne, là. Ben, c'est génial, là. Il l'a appelé la taverne à Lucien, je sais pas trop pourquoi, là, mais... En tout cas, c'est la vôtre à cette heure. Fait que... Puis c'est pas cher. C'est un événement qui est... Tu sais, un adulte, là, ça vous coûte à peu près taxes et frais de service inclus, parce qu'il y a toujours des frais, là, quand tu as fait en ligne, c'est 22$. Il y a des forfaits famille à 55$. 2 adultes, 2 enfants. Taxes et services inclus. C'est bon. C'est vraiment très raisonnable. Des places pour aller en famille à ce prix-là où tu peux passer toute la journée et tu as des activités comme ça, mur à mur, où tu vas passer une journée complète puis tu t'ennuieras pas parce qu'il y a des spectacles de musique aussi que j'avais oublié. Il y a des contes. Oui. Il y a toutes sortes de choses. Là. C'est non-stop action. C'est festif, c'est coloré, c'est sympathique. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Puis vous ne le regretterez pas. Puis vous allez découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un univers fantastique. Et qui n'a pas rêvé quand il était jeune? Qui n'a pas joué à la princesse ou au chevalier? Je suis tout à fait d'accord. Je crois que fantastique, c'est vraiment le mot. Ouais. Donc, j'invite tout le monde. Les billets sont en ligne. Sinon, vous pouvez acheter à la porte aussi. Et il y a des forfaits aussi pour les groupes, si jamais il y en a que ça intéresse. Génial. Fait que médiévallanaudière@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. À Lucien Bédard. Ouais, @videoton.ca, mais médiévallanaudière@gmail.com. Parfait. Super. Puis avec la ligne de rédemption, on va avoir une arène aussi pour le relais. Ah oui, c'est vrai. Il y a le relais pour la vie. Ouais. Je l'avais oublié, celui-là. Oui, il y a une arène où les gens vont pas se tapocher dessus, je pense. Ouais, le concept, c'est venez battre le cancer, exact. J'adore ça. Fait que, venez nous tapocher, vous mesurer contre un des plus grands méchants de l'histoire. Tu vois, c'est le succès des médiévales, ça repose sur tous les partenaires qu'on a qui sont fantastiques, puis qui viennent donner de leur temps, puis de leur énergie, puis de leur partager leur passion. C'est génial, fait que, À ça, il faut tout que j'écris, puis j'ai oublié ma feuille en plus, fait que j'ai pas pris la bonne, en fait. Je pense que vous avez tellement écrit avec tout... On peut-tu montrer la pile de Oriflamme, là? Ben ça, c'est juste une petite partie, là. C'est ça. Mais, de se dire, là, toutes les... ceux de Camelot, là. Camelot, ouais. Dit. Mais, ça, c'était au Dragon Rouge, celui-là. Aïe. Fait que, juste de se dire, bon, ben, vous avez pris le temps de tout écrire ça. Ouais, j'ai pas tout écrit, là. Non, ben, je veux dire, votre équipe, là. Ouais. Moi, j'écrivais sur la route, parce qu'on se promenait avec mon ami Yves Perrault, qui était mon photographe officiel. On avait une section qui s'appelait Sur la route, où on partait l'été, puis on allait dans... En fait, quand j'ai fermé le local, la compagnie médiévale, on a arrêté de faire de l'animation en Nouvelle-France. J'ai gardé le salon puis le magazine. OK. Puis on partait sur la route avec Yves, puis on allait couvrir les événements. Puis là, ben, le monde disait restez à manger avec nous autres, restez à coucher. Puis à un moment donné, on a commencé à se recostumer, mais plus Nouvelle-France. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ben, tant qu'à faire de la route puis à se costumer, on va commencer à faire de l'animation, mais Nouvelle-France. Puis c'est comme ça que les habitants ont pris forme. Puis c'est notre 15e cette année. D'ailleurs, c'est notre 15e anniversaire cette année. Oh! Les habitants, ouais. Ben, bonne fête. Ben, merci. Fait que, Monsieur Lucien Bédard,
merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Ben, ça fait un grand plaisir, jaser comme ça. J'aime ça parler de ça. Ça paraît, là, j'espère. Oui, oui. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça paraît, puis je veux dire, je pense que quelqu'un qui serait pas un passionné aurait pas fait tout ce que vous avez fait. Non, ouais, c'était Donc, un peu fou des fois. Mais je pense que c'est ça que ça prend, une dose de folie. Les premières années, là, dans ma famille, là, c'était comme, ouais, c'est le fun ce que tu fais, là, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, là. Tu vas trouver une job, à un moment donné, une vraie job, là. Comme quoi, c'est sûr que j'aurais pu faire pas mal plus d'argent en faisant d'autres choses, mais je faisais ce que j'aimais. Ouais. Puis je me suis quand même assez bien débrouillé, là. Je suis pas riche, mais pas non plus. Considérant que vous arrivez à continuer de faire des projets de ce genre-là encore aujourd'hui, puis que vous n'ayez pas eu besoin d'admettons, justement, devenir un comptable, par exemple, juste le fait que vous gagnez votre vie là-dedans, je trouve que c'est inspirant, en un sens, parce que je pense que plusieurs personnes vont se dire, ben, écoute, si je réussis à avoir la même drive que Lucien Bédard, ben, peut-être que moi aussi, je vais réussir à me faire une place dans ce milieu-là. Puis, mais la comptabilité, c'est moi qui fais les états financiers de l'association des médiévales puis de la compagnie médiévale. Fait que mais j'aime ça. Oui. Tu sais, les chiffres, c'est souvent plus simple que les humains. C'est quand même très vrai. Oh, sur ces sages paroles, je vous remercie. Et ça m'a fait plaisir. Puis... au plaisir de vous croiser à un de vos multiples événements. On va se revoir, c'est sûr. Là. Puis, j'invite encore les gens à Béninois, au Médiéval. Médiéval à Naudière. Oui. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quelle GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je vais vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.